Les apports de la loi climat et résilience sont nombreux. Pour les travaillistes, on peut les circonscrire à 3. On a une avancée majeure sur le CSE, le comité social et économique. On a également une anticipation de la mutation du droit du travail s'agissant de l'emploi face à la transition écologique qui se dessine. Et enfin, nous avons des dispositions sur la mobilité décarbonée qui vont plus ou moins renforcer celle existant dans la loi LOM. Je vais me limiter sur l'apport central de la loi climat et résilience pour nous autres travaillistes, c'est-à-dire la modification des attributions et de la mission du CSE. La mission du CSE a changé pour les grands comités, c'est-à-dire ceux dans les entreprises de plus de 50 salariés. Dorénavant, ils devront prendre en considération l'impact environnemental de l'entreprise. Pour ce faire, les attributions du CSE ont évolué. Le nouvel article L2312-8 du Code du travail indique maintenant que le comité doit être informé et consulté, s'agissant de ses attributions générales, sur l'impact environnemental qu'a les activités de l'entreprise. Et on retrouve une logique analogue pour ce qui est des consultations obligatoires. Alors, si cette avancée est une avancée fondamentale, il faut tout de suite minorer un peu le propos. En effet, il y a des imprécisions dans ce texte qui ouvrent des incertitudes qui peuvent laisser penser que sa force ne sera pas aussi grande que la force symbolique que le texte a déjà. J'en prends un exemple. Qu'est-ce que l'activité de l'entreprise lorsque l'on mesure son impact environnemental? Selon que l'on calcule les émissions de gaz à effet de serre selon le scope 1 ou le scope 3, on obtient un résultat très différent. On a donc véritablement une incertitude sur la portée réelle du texte. Cette incertitude est renforcée quand on s'intéresse aux moyens pour soutenir l'action environnementale du CSE. À titre d'exemple, la base de données sociale et économique, qui devient une base de données sociale, économique et environnementale, devra contenir des documents pour apprécier les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, nous n'avons pas un décompte précis de ces documents. Cette incertitude ouvre la voie à un contentieux pour entrave, ce qui serait contre-productif. On espère donc que la Direction générale du travail va fixer une liste de documents pour l'ensemble des entreprises. La formation des membres du CSE, pourtant nécessaire afin qu'ils puissent véritablement apprécier les conséquences environnementales, aujourd'hui n'est vue qu'à minima. Cette formation n'est pas obligatoire, elle peut s'insérer dans la formation économique et la durée de la formation économique n'a pas été allongée pour autant. On regrettera également l'absence d'heures de délégation spécifiques et le fait qu'en matière environnementale, il n'y ait pas d'avis conforme du CSE. On le voit, si on a une forte avancée en ce que maintenant les représentants du personnel vont devoir se pencher sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, on est peut-être encore aujourd'hui dans des petits pas qui ont été critiqués fortement par un ancien ministre de l'écologie. Les principaux risques, c'est que finalement, on n'en fasse rien. Finalement, rien n'est obligatoire, rien n'est complètement nouveau. Et effectivement, quand, d'un point de vue négociation avec les organisations syndicales, c'est un sujet qui est mis un petit peu en avant, tout dépend des interlocuteurs que vous avez en face de vous. Il faut que les organisations syndicales soient formées. Vous avez aussi les élus à former. La négociation se fait également avec l'employeur. Quelle va être l'appétence de l'employeur à négocier plus spécifiquement sur ces sujets-là? Donc, véritablement, aujourd'hui, on sent qu'il y a une intention, mais pour le moment, d'un point de vue entreprise, c'est flou. Je vois une chose aussi importante, il y a une inégalité de moyens entre les grandes entreprises dans lesquelles je travaille, qui vont avoir les moyens de pouvoir déployer les mesures à mettre en place, vis-à-vis d'autres entreprises qui finalement vont essayer de passer ni vu ni connu. Un risque également que je vois, c'est qu'on critique souvent les entreprises pour ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire teinter d'écologie tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent écrire. Cette loi ne l'empêchera pas. S'il suffit de répondre aux X critères pour pouvoir cocher les cases de l'écologie, ça ne fera pas avancer la cause environnementale. Donc, ce qui est important, et le risque que je vois, c'est qu'il faut des acteurs de part et d'autre qui soient formés et surtout qui prennent ce temps d'avoir systématiquement dans leurs décisions ou dans leurs revendications cette teinture et cette ambition
pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour lutter contre la pollution des sols, pour lutter contre une dépense inconsidérée d'énergie. Par ailleurs, cette imprécision encore existante, c'est un moyen assez simple finalement pour des organisations syndicales ou un CSE de bloquer ou de chercher à bloquer ou à ralentir une information-consultation. Ce qui est certain également, c'est que c'est un enjeu extrêmement important parce qu'on a des attentes très fortes des salariés et surtout de nos jeunes embauchés.